motivation réelle. Parce que vous vous êtes déplacés, vous êtes venus jusque-là, certains ont fait des grandes distances, d'autres courtes. Il y a des gens différents, il y a des gens qui sont des caméramans, mais même eux, qui travaillent pour une télévision, qui travaillent pour un autre parti, d'ailleurs je crois qu'ils travaillent pour un parti politique, certains, peu importe, mais tout le monde va toujours dans le même sens, à savoir la volonté d'essayer de voir ce qui va mal, puisque dans n'importe quelle branche, si demain vous êtes dans une société où le patron de la boîte vous dit chez moi c'est en train de s'écrouler, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer de comprendre ce qui se passe. Une fois que vous avez compris, vous allez essayer de trouver des remèdes. On est dans la même situation, et puis en France, il y a une chose au moins dont on est sûr, c'est que ceux qui nous dirigent, à chaque fois qu'on change, ils sont de pire en pire. Ça, je crois que c'est un constat qui est... Plus on est vieux, et plus on les a vécus. Donc moi, j'ai connu depuis De Gaulle, je les ai vus succéder, puis j'ai toujours vu de pire en pire en pire. La corruption ne cesse d'augmenter, les lois vont plutôt contre le peuple que pour le peuple, et puis si on regarde dans nos poches, il y en a de moins en moins. Et on voit que ce schéma, bon, alors qu'on cherche. Moi, j'ai commencé à chercher dans les années 90, parce qu'il y avait des choses toutes bêtes. On est tous pareils, il y a des fois des choses qu'on ne comprend pas. Et quand on ne comprend pas, on cherche. Et il y avait des choses tellement illogiques dans le domaine économique, dans le domaine des lois, etc., qui font que j'ai commencé à chercher. Et dans ces années-là, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien, donc il y avait les relations, il y avait tout ça. Et je vivais dans le monde parisien. Et puis, le hasard a fait que je sois en contact avec des gens qui sont bien placés, on va dire, et que j'ai eu accès à beaucoup d'informations. Pour vous donner quelques exemples, j'ai vu passer des billets de 500 francs, à l'époque c'était le franc, j'ai vu passer des billets de 500 francs en quantité qu'on m'offrait à 100 francs. C'est-à-dire des fabriques de faux billets qui étaient des vrais faux billets. Or, les vrais faux billets, il n'y a que certaines personnes qui peuvent en faire. J'ai vu passer des faux passeports en quantité, des faux papiers en quantité, des fausses cartes bleues en quantité, et tout ça dans le cadre de partis politiques toujours. Et ces gens venaient chez nous, puisque je travaillais dans une société de finance et de placement financier, et ces gens venaient chez nous avec des véritables valises. Les personnes un peu âgées ici, on se rappelle peut-être encore une affaire qui s'appelle l'affaire Boule-Boule. L'argent n'a jamais été retrouvé officiellement, moi je peux vous dire où il est, il a construit un village. 1026 villas à Tenerife qui s'appelle Sueño Azul. Et il se balade librement, et il encaisse ses loyers librement, tranquillement, etc. Et ça depuis 25 ans, 30 ans. C'est une affaire qui remonte à 25 ou 30 ans. Et depuis, ça continue. Je veux dire, j'habitais Tenerife pour pas mal de temps, et je n'imaginais pas la quantité de politiciens qui débarquent avec des valises pleines de dollars, de billets en euros, puis qui achètent des villas, ils n'achètent pas une villa, ils achètent 8 villas ici, 5 là, etc. Donc il y a une manipulation monstrueuse, et puis, bon, quand on les constate, quand on vit là-dedans et qu'on essaye de comprendre le pourquoi, quand Internet est arrivé, ça a été le boom. Ça a été tout d'un coup le monde entier qui commence à s'éveiller, et quelques personnes qui sont... Il y a des gens avant Internet qui avaient déjà découvert des choses par leur vie professionnelle, tels que William Guicard, qui était un officier de renseignement canadien et qui avait découvert énormément de choses durant la guerre, qui avait découvert certaines influences et qui avait commencé à dénoncer ce qu'on appelle maintenant couramment le nouvel ordre mondial. Et puis, ensuite, il y a eu d'autres gens, mais il y en avait déjà eu d'autres avant. Donc quand on tombe sur son livre, et puis ça c'est le hasard qui fait qu'un jour vous promenez sur les quais de Paris, vous tombez sur ce bouquin, vous lisez, tout d'un coup, une réflexion qu'un de vous m'a faite quand je suis arrivé tout à l'heure, qui m'a dit, en voyant vos vidéos, un tas de pièces du puzzle ont commencé à prendre leur place. Et en fait, c'est un peu ça, ce qui m'est arrivé. J'ai, avec ce bouquin, commencé à comprendre les choses, à me dire, tiens, bah, finalement, maintenant, je comprends pourquoi. Et puis, on passe de l'un à l'autre, et puis après, on va chercher forcément les références, et puis d'autres bouquins, pour de plus en plus, parce que quand on commence à découvrir quelque chose, on veut tout savoir. Et après, on découvre aussi tous ceux qui ont voulu trop savoir, et qui en sont morts. Et alors là, on fait aussi on se sert de notre intelligence, de notre logique. Donc quand je vois qu'un journaliste met à jour que tout le trafic de drogue est géré par la CIA, que tous les laboratoires qui fabriquent tous les produits maintenant dérivés, etc., suite à certains programmes d'études, sont des laboratoires montés par la CIA, et que ce type sort un bouquin, et puis peu de temps après il se suicide, je veux bien. Mais quand il se suicide de 2 balles dans la nuque, je me pose des questions. Mais quand en plus de ça, les policiers signent un rapport comme quoi c'est un suicide, que le juge accepte le rapport, et que personne ne lève les yeux, personne... Alors je me dis, il y a des influences forcément. Pardon ?
de... Ben, on va vous présenter alors. On peut partir du principe qu'on commence un an, de manière à ce qu'on ait un départ, donc parce qu'en fait on n'a pas... Vous avez dit en attendant qu'ils règlent. Oui, bah oui, bah, je continue, je discute. C'est parti, bah, c'est parti. Flo, tu l'as le début? Bah c'est bon, le début on l'a. Non, mais non. C'est chacun sa vidéo. Alors bon, là je cite un cas, mais il y en a une quantité qui ont été masquées sous forme d'accidents, sous forme de... Puis on en a en France assez pour qu'elles soient pleines de pas. Donc ça veut dire quand même qu'il se passe quelque chose à un certain niveau. À un niveau qui contrôle des juges, qui contrôle la presse, qui contrôle beaucoup de choses. Alors forcément on cherche de plus en plus. Et j'ai fait partie de cette petite équipe de chercheurs internationaux. Juste quand Internet est arrivé, on a commencé tous à balancer ce qu'on savait et puis à découvrir que quelques autres en savaient. Et donc j'étais en rapport avec Daniel Escoudin, qui vivait en Espagne comme moi et qui a écrit le Club Bilderberg, et lui était très ami avec James Tucker, qui lui est le premier à avoir découvert cette trame du Club Bilderberg et à les suivre année après année. Et puis ensuite, les informations se passent de l'un à l'autre. Il y a Serge Bonas qui a découvert le Blue Beam, donc forcément il est mort peu de temps après, ainsi que son adjoint. Tout ça, ça s'accumule. Et puis les informations, elles restent par chance grâce à Internet. Et puis à la fin, on commence à dire, bon, il se passe vraiment quelque chose dans notre monde. Alors, moi, j'ai voulu comprendre jusqu'au bout, et donc j'ai aussi été fouiller les archives de la Bastille, les archives de la franc-maçonnerie, les disputes juives, qui sont très intéressantes. Ce sont des discussions entre des groupes opposés, entre eux, à l'intérieur de la religion. On n'a pas accès à tout, mais par exemple on a accès aux dogmes, qui sont une religion à cheval entre les musulmans et les juifs, qui ont pris les deux et qui ont fait des sociétés secrètes très particulières qui se développent énormément en Turquie. Et on arrive à des trucs complètement invraisemblables. Par exemple, peu de gens le savent, mais le responsable qui a mené toute la révolution en Hongrie faisait partie des dogmes et d'une secte encore plus particulière qui s'appelle les castrateurs. C'est-à-dire qu'ils se castrent eux-mêmes. Donc c'est des trucs de fous. C'est des trucs de fous. Ce sont des gens dangereux dans la mesure où ils sont extrémistes. Or, vous prenez un extrémiste, c'est-à-dire quelqu'un éduqué, formé dès sa jeunesse et conditionné, et vous en faites un type qui se met de la dynamite et qui se fait sauter avec tout le monde. Et ça, dans n'importe quel milieu, n'importe quelle religion, n'importe quelle politique, n'importe quel système de conditionnement assez fort fait ça de n'importe quel enfant. Parce qu'un enfant est faible et sensible. C'est pour ça qu'il faut protéger les enfants au maximum et leur donner une éducation d'ouverture d'esprit, pas d'essayer de les enfermer. Donc, malheureusement, tout ça, ce sont des faits complètement facilement vérifiables, historiques, reconnus. Et là où il commence à y avoir une inquiétude à avoir, c'est quand on examine notre siècle. Enfin, quand je dis notre siècle, pardon, le bien, c'est juste avant, donc le XXe siècle. Quand on examine ce siècle-là, on s'aperçoit que finalement, on nous a menti sur tout. La Première Guerre mondiale, tout était faux. La Seconde Guerre mondiale, tout un mensonge. Lisez le bouquin de Powell, il est fabuleux pour ça. Toute l'histoire de Hitler, le grand méchant qui voulait tuer les Juifs, tout est mensonge. Et on en arrive maintenant à faire même des lois pour interdire aux historiens d'aller chercher la vérité. Et quand on en arrive là, on se dit que le monde, vraiment, ça commence à être sérieusement grave, quoi. Il faut au moins avoir le droit de savoir. Or, aujourd'hui, on en arrive à nous priver de ce droit de savoir. Et je crois que... Donc moi, je me suis orienté à savoir essentiellement qui étaient ces gens du Nouvel Ordre Mondial, et j'ai découvert, alors je vous balance ce que j'ai, parce qu'on est tous là dans l'esprit de se dire, même les gens qui sont là pour filmer, s'il n'y avait pas un intérêt personnel, à se dire il se passe des choses dans le monde, il faut les transmettre aux autres, il faut les dire aux autres, ils ne seraient pas là non plus. Donc on est tous avec notre connaissance, et je vous invite tous à faire la même chose que moi, on va balancer ce qu'on fait, et ça sert à tous les autres. Et chacun d'entre nous a des connaissances, des choses qu'on a remarquées, des choses qu'on a notées qui ne sont pas normales, offrons-les à tous les autres, et les autres en profiteront, s'en serviront aussi à leur tour. Donc en ce qui concerne le nouvel ordre mondial tel qu'on l'écrit aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à savoir. Moi, j'ai fait des recherches à travers les paradis fiscaux. Je suis partie des sociétés qui contrôlent la Fed, la Réserve fédérale, puisque ce sont au départ ces 6 groupes qui dirigent tout, et ces 4 familles, donc Warburg, Morgan, Rothschild et Rockefeller. Et à partir de là, on arrive aux paradis fiscaux. Donc, toutes ces sociétés sont enregistrées dans différents paradis, et on arrive à avoir le nom des actionnaires. Donc là, on se dit, tiens, ça y est, je vais savoir qui sont, enfin, les propriétaires, réellement, du système monétaire déjà. Au moins savoir ça.
Et alors là, une chose extraordinaire, c'est qu'aucune société n'est propriétaire. Du système financier. Pas une seule. Toutes les sociétés sont intégrées dans les autres. Donc vous prenez une société truc, ses actionnaires sont la société champion et la société machin. Vous prenez la société machin, c'est la société truc et la société champion. Et ainsi de suite. Et avec des ramifications dans tous les paradis fiscaux. Alors après, vous vous dites, qui contrôle les paradis fiscaux? Et vous arrivez à la City à Londres. Et là, inaccessible. Vous ne pouvez pas en savoir plus. Donc, après, j'ai cherché au niveau des concepts même, à savoir comment des gens peuvent encourager, animer, faciliter des sacrifices d'enfants, des cérémonies monstrueuses, etc. Et en ce moment, au Mexique, ils découpent des charniers en quantité. Là-dedans, c'est une secte franc-maçonne qui s'appelle les Chevaliers Templiers. Donc, et c'est sur toute la planète, c'est plus ou moins dissimulé, mais il n'y a pas longtemps encore, en Irlande, ils ont découvert encore un charnier d'enfants. Donc, il y a des sacrifices comme ça. En France, il faut savoir quand même qu'il y en a 48 000 qui disparaissent chaque année. Ce qui est énorme comme chiffre. 48 000 enfants disparaissent chaque année en France. Ouais, ça il y a 100 000 qui sont marqué dans une page Pied, cheville, la rue, Et ce qui est angoissant, c'est que, moi je me rappelle petit, un seul crime en France, et c'était dans tous les journaux, et tout le monde en parlait, un enfant qui était enlevé, mais c'était tous les jours, toutes les 10 minutes, à la radio, à la télé, de partout, etc. Aujourd'hui, des milliers d'enfants disparaissent. Il n'y a pas un mot dans les journaux. Dans les journaux, vous parlez de football, mais pas des enfants... Et il n'y a aucune recherche. La police, quand des parents vont à la police pour déclarer mon enfant, etc., les flics, tout juste, si ça les intéresse, ils s'en foutent. Alors, des fois, il y a des preuves. Quand on pense à M. Jacques Lang, c'est prouvé qu'il fait des choses sur les enfants. Et alors, vous l'avez vu passer en justice? Non, mais pourquoi on ne fait pas... parce que, les familles qui ont eu leurs enfants... Qui ont mais eu, ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'ils aillent voir un juge? il dit non. Et le juge... il va remplir un dossier, il va écouter, il va dire remplir le dossier, puis affaire à classer sans suite. Les magistrats, ils sont les plus impliqués dans ces affaires-là en France actuellement. Et actuellement, la magistrature, de toute façon, est nommée par ces gens-là. Donc, c'est le système de la franc-maçonnerie. Alors, pour revenir au départ, donc, si vous voulez, à force de chercher dans toutes les directions, ce que j'ai trouvé, je vous le donne, c'est ce que j'ai écrit dans ce livre-là, à savoir, à la base, il y a l'esprit du franquisme. Le franquisme, c'est une secte typiquement luciférienne qui vient des anciennes sectes de Bâle et qui ont été transmises à travers le Moyen-Orient aux Templiers et donc qui ont abouti à ce concept luciférien. Ensuite, vous avez ça, ce sont déjà toutes les sectes teutoniques, maçonniques, templiers, etc. Ensuite, vous avez le franquisme lui-même, qui lui est un type très spécial, Jacob Frank. Il est un juif qui naît dans une famille excommuniée par les juifs. Enfin, chez eux, on ne dit pas excommunié, mais peu importe. Rejetés donc complètement, et qui ont une haine du judaïsme. Sa volonté, c'est de détruire le judaïsme. Et pour ça, il prend une base qui consiste à dire, on prend la Torah et on la prend à l'envers. Donc tout ce que la Torah dit qu'il ne faut pas faire, il faut le faire. Et c'est son principe tout simple. Donc se cultiver, étudier, devenir un tel école, non, il ne faut pas. Il faut être brut, il faut être ci, il faut ça. Et il faut suivre exclusivement son instinct animal. Pas l'instinct de l'homme raisonnable, mais l'instinct de l'homme bête, bestial. Et donc, forcément, le lien entre ces deux concepts-là est extrêmement proche. Le luciférianisme et le franquisme se rejoignent énormément là-dessus. Alors après, vous avez un type qui arrive avec une organisation, une intelligence exceptionnelle qui s'appelle Weishaupt, donc tout le monde a entendu son nom, je suppose, Adam Weishaupt, qui lui est jésuite. Et avec le jésuitisme, il a tous les concepts de rigueur, d'organisation, etc. Et naît ce qu'on appelle la secte des Illuminés de Bavière. Alors à cette époque-là, déjà, c'est très connu, c'est-à-dire que si vous lisez tous les mémoires de l'époque de Napoléon, et qu'on avait en quantité, vous avez, tout le monde connaît les Illuminés de Bavière, on les appelle les Illuminés tout court, et l'illuminisme se répand dans toute l'Europe, et surtout ensuite aux États-Unis. Bon, et puis après, le reste de l'histoire, on arrive jusqu'à maintenant, et puis l'histoire, après, on la connaît tous. Mais voilà à peu près comment je vois le nouvel ordre mondial, et donc qui aboutit maintenant au souhait de Jacob Frank, qui est défini toujours par cet inverse de la Torah, à savoir arriver à créer le grand chaos final. Et le grand chaos final, ils l'ont affiné au cours du temps, donc
à l'époque d'Alda Pike et de Mazzini, donc au courant du 19e siècle, ils avaient déterminé déjà qu'ils allaient déclencher les 2 guerres mondiales. Ils ont réussi. Ensuite, ils ont déterminé par le fameux protocole des sages de Sion qu'on appelle, qui en réalité a été mis sur le dos du juif, mais qui est franquiste. Et donc là, ils ont déterminé un autre processus qui, lui aussi, est en train de se mettre en place et qui a fonctionné aussi, jusqu'au jeu de la pornographie qui remplace l'érotisme, jusqu'à amener la sexualité dans les écoles pour les enfants. Tout ça est un programme qui se suit, et qui continue et qui va dans le même sens, de créer ce chaos monstrueux, plus l'immigration. Et l'immigration fait partie du même schéma, à savoir amener des cultures importantes là où il y a déjà des cultures fortes. Et en faisant ça, ce qui est le cas, et ce qui s'est passé avec le musulmanisme en France et dans les autres pays d'Europe, c'est qu'ils amènent 2 cultures et ensuite ils font ce qu'il faut pour qu'elles se haïssent. Et on crée ensuite, à l'intérieur même de chaque pays, une destruction des 2 cultures, qui finissent par s'autodétruire, parce qu'il se trouve que quand 2 groupes se haïssent, qu'est-ce qui ressort des 2 groupes le plus mal? Quand 2 groupes veulent s'intégrer, ils sortent le meilleur, et chaque groupe prend le meilleur de l'autre. Mais quand ils se détestent, c'est l'inverse qui se produit. Et donc, en faisant ça, ils sont en train de déstabiliser tous les pays d'Europe. Et on arrive au grand chaos final, qui va être l'effondrement économique, la pauvreté totale, c'est-à-dire quand ils ne donneront même plus l'aumône qu'ils sont en train de donner. Mais vous avez des grades dans tous les niveaux, vous ne pouvez pas empêcher ça. Et donc dans la franc-maçonnerie, vous avez des grades précis, vous avez des gens qui restent dans les premiers grades et vous avez des types qui sont très bien, vous en côtoyez tous les jours. Vous avez des maires de village qui sont francs-maçons parce qu'on l'aide de père en fils, parce que le notaire l'est, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que c'est comme ça qu'on aura une place et qu'on sera socialement appuyé, etc. Donc on ne rate pas cette occasion-là quand on vit dans les petites villes de campagne et tout ça. Pourquoi ils ont établi dans la République qu'il faut 600 signatures de maire? Parce qu'ils savent très bien que les maires étant francs-maçons répondent d'abord à l'horloge et que jamais personne ne pourra obtenir les 600 signatures s'il n'est pas avalisé par la franc-maçonnerie. Donc, c'est un contrôle, mais ça n'empêche pas que vous avez des types très bien. Oui, bien sûr. Limité aux 3 premiers grades de compagnons, apprentis et maîtres, c'est ça? Oui. C'est pas tous ceux qui ont des grades très supérieurs, Non, ils font plutôt... les premiers grades, c'est vraiment les grades, mais après vous avez différentes francs-maçonneries en plus. D'accord, moi je passe pour le tour GLNF. Vous avez la GLNF, vous avez tout ça, mais vous avez en France déjà les 2 grands centres. La GLNF, je parle par exemple, le Grand Orient. Le Grand Orient. Les 3 premiers grades, ils sont complètement... Oui, mais même plus haut que ça. Même les plus hauts gradés de la franc-maçonnerie, ceux qui arrivent du 33e grade, on considère que c'est à partir du 33e qu'ils sont admis dans les loges internationales. Donc ils ne sont qu'admis, ils ne sont pas au courant des plans en détail et tout ça. Et dans ces gens-là, vous avez des gens qui peuvent avoir des influences énormes, qui peuvent avoir un poids énorme parce que c'est une des familles très riches d'un pays. Et donc vous allez les laisser monter là. Mais vous n'allez jamais les amener, par exemple, à des cérémonies sataniques si leur nature ne va pas dans ce sens-là. Je crois, hein, ça c'est mon interprétation, mais tel que j'ai analysé tout ça, je crois que, avant tout, on ne peut pas parler ni de religion, ni de secte, ni rien. On doit parler d'hommes. Et les hommes, vous avez des hommes qui sont des psychopathes. Et les psychopathes, la plupart du temps, sont les enfants maltraités. Or, quand vous avez des enfants qui sont vraiment très maltraités, vous en faites un psychopathe, c'est-à-dire quelqu'un qui perd, et ça un médecin l'expliquerait mieux que moi, quelqu'un qui perd la capacité de sensibilité. Quand on n'a plus de sensibilité, et c'est très bien décrit dans beaucoup d'ouvrages, Eric Fromm, qui est un spécialiste dans ce domaine-là, a écrit des ouvrages extraordinaires là-dessus, et il explique parfaitement que pour avoir la possibilité d'avoir une sensation, il faut que la souffrance de l'autre soit égale au plaisir qu'on a. C'est pourquoi, en général, donc, cette notion de violence, de sacrifice, est si exacerbée chez ces gens-là. Et vous en avez un exemple dans les papes d'Avignon. À une époque de la chrétienté, la papauté se trouvait à Avignon. Et les papes d'Avignon avaient créé 2 salles qui se touchaient, et ils n'avaient pas voulu de mur entre les deux, mais des toiles seulement, pour que les bruits s'entendent. Et dans une salle, ils recevaient les petits garçons, les jeunes filles qui s'amusaient, et dans la salle d'à côté, ils faisaient torturer les gens. Et plus les cris des suppliciés étaient forts, et plus ils jouissaient du plaisir. Donc là, on ne parle pas d'un chrétien, on ne parle pas d'un luciférien, on parle juste d'un prophète qui a été complètement atteint psychologiquement, d'un malade mental. Ce qu'en médecine, on appelle un psychotique. Un psychotique, donc avec quand même en plus, souvent ils ont une intelligence assez élevée en plus. En plus, oui. À la différence des pervers constitutionnels qui ont très peu d'intelligence. Oui. En plus, ils peuvent avoir une intelligence
froides, lucides, ils sont tout à fait doués et aptes au mensonge. Et c'est pour ça qu'ils sont sélectionnés à travers les sectes, et la franc-maçonnerie aide énormément à ça, parce que ceux qui sont le plus capables de mentir en regardant droit dans les yeux, d'affirmer les pires monstruosités, mais toujours en paraissant le contraire, etc. Ceux qui sont tout le contraire d'eux-mêmes et de leur nature sont leurs meilleurs éléments, parce qu'ils sont tenus par le chantage, ils sont tenus par leur propre nature, et si vous leur donnez des pouvoirs, ils sont complètement à vos ordres. Et donc ceux qui manipulent ça ont intérêt à obtenir des gens comme ça au pouvoir. Et on en a plein au pouvoir, de ces gens-là. Tout à l'heure, madame parlait de Jack Lang, mais c'est juste un exemple, il y en a beaucoup d'autres. Comme Benedict. Comme Benedict, mais on ne peut pas tous les citer, mais dans toute l'Europe. Pourquoi il ferme la bouche il arrive à fermer la bouche à... Comment il s'appelle la suite du Béarn, là Bayrou. Oui, Bayrou. Il lui a fait fermer sa bouche, il a dû l'attirer dans un piège un jour ou l'autre, parce que l'autre, il a rongé comme un gamin. C'est vrai pourquoi ils ne le dévoilent pas? Ils pourraient se dévoiler ceux qui savent. Les Ils sont politiciens. tous tenus par le chantage. Et ils sont complètement du Front National qui l'a dénoncé, hein, Jack. Oui, il y a... René Hollande. Si. Oui, oui. Il a dit René Hollande, c'est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Mais bon, lui, c'est vraiment cette ancienne race d'hommes qui Il a raison quand même de le dire. dénonçaient les choses. Ben, vous avez c'est un général français, comment il s'appelle? Océrès. Oui. Général Océrès aussi, qui a dénoncé tout ça, qui a reconnu pour la première fois que les Français avaient créé des camps de concentration en Algérie, qui a reconnu les tortures. Enfin, le général Océrès aussi, il a eu des tripes de tout dire. Bon, à la retraite, à la fin de sa vie, mais au moins il l'a dit. Et les Français ont enfin ouvert un peu les yeux. Il a précisé qu'il ne regrettait rien. Oui, non, mais Général Océrès. peut-être, il l'a écrit. Si c'était à faire, il l'aurait refait. Oui, dans le contexte où il était, c'est normal. Et dans son esprit, c'est tel qu'il est, c'est normal. Et tel qu'il est toujours. Sûrement. Même à son âge avancé, et il n'a pas évolué d'un iota. Oui, non, mais en ce moment, dans l'armée, vous en avez encore plein, hein, des Ça comme reste ça. quand même une norme. Et puis dans toutes les armées du monde. Hein. On n'a pas donné les Parce que c'est ça commanditaires. qu'on fait monter au grade de général. Oui, mais ah non, Hollande, c'est le plus grand défenseur de France. C'est le principe même. Mais c'était des généralités. Vous disiez, sauf tout à l'heure, concernant la dette, c'est recensement Israël ou la plupart des gouvernements du monde? Vous parlez de quoi? Du grossissement de la dette qui ne fait qu'augmenter, vous disiez. Ah bah, tous les pays qui, au lieu de fabriquer leur monnaie, l'achètent à la banque centrale. Et Israël est dans le même schéma. Hein. Aujourd'hui, la France n'a plus le droit de fabriquer son argent. Ah ben non, depuis Pompidou, 1960. Ah non, 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 là il y a une confusion à cause de certaines personnes qui ont voulu essayer d'expliquer tout ça et puis qui se sont trompées. Pompidou en 1973 a signé une modification de l'importance de la somme que la Banque de France fabriquait sans intérêt. C'est tout. C'est tout. Et c'est un accord Pompidou-Giscard d'Estaing, qui était ministre des Finances à cette époque-là. Et tous les deux sont ex-employés de Rothschild. Donc, de toute façon, ils appliquaient ce qu'on leur avait demandé. Mais c'est seulement depuis le traité de Maastricht que l'interdiction est faite au pays de fabriquer sa monnaie. C'est seulement depuis C'est seulement depuis le traité de Maastricht. Oui, en 1973, la Banque de France pouvait prêter à 0% 10,5 Et Maastricht, j'allais... Milliards, je pense. milliards, oui, et Ouais. 10,5 à 0,5%. Et à partir de avant 73, ce montant n'a jamais été revalorisé, alors qu'à l'époque, on avait une inflation de 10%. Donc il y avait le choc pétrolier, on a commencé à les dépasser. Jusqu'à 73, le plafond n'a jamais été dépassé. C'est pour ça que l'État était entièrement financé par la Banque de France. À partir de 73, le plafond a été dépassé et petit à petit, on a commencé à payer des intérêts aux banques privées. Ça a été impossissant. Et c'est dans le traité de Maastricht, effectivement, où on a mis 4 lignes dans 400 pages sur aucun politique a parlé et personne n'a été voir là-dedans parce que 400 pages, où il est marqué nominément que la Banque de France n'avait plus le droit de financer les États. Et comment ça se fait que tout le monde, à l'époque où on avait moins conscience, a dit c'est bien, traité de Maastricht, même l'abbé Pierre a dit il faut Mais parce faire que les gens ils suivent simplement la grosse tendance. Même l'abbé Pierre. Les gens ne suivent que la grosse tendance. Or la grosse tendance elle est commandée par les médias. Et les médias, c'est eux qui les commandent. Donc voilà, on vous en met plein à l'être. Regardez en ce moment comment ils font pour empêcher que cette dissidence fonctionne. Qu'est-ce qu'ils font? Vous avez des nouveaux partis politiques qui se créent tous les jours. Tous les jours, il y en a des nouveaux, ça n'arrête pas. Vous avez des mouvements en quantité.
Or, qu'est-ce qu'ils font? Ils les encouragent. Parce que plus il y en a, et plus ça fait de la division. Oui, bien sûr. Et en attendant, tous ces mouvements n'ont pas de programme qui tienne la route, n'ont pas de quelque chose de concret, ni rien. Mais plus ils en mettront, et plus ça divisera toute cette dissidence. Et qu'est-ce qu'ils font en même temps que ça? Ils commencent déjà maintenant à orienter les partis à penser aux élections de 2017. Et donc ça veut dire que quand vous avez un président qui est en place, vous avez un an pour vous rendre compte qu'il ne respecte aucune de ses promesses et qu'il ne tient pas la route. La deuxième année, ça commence à aller mal, et là, on commence déjà à vous remplir la tête de « vous inquiétez pas, attendez encore 3 ans, il y aura encore du changement ». Et qu'est-ce qu'ils font les Français? Ils entendent ça 10 fois par jour entre la télé, la radio, les journaux, les partis eux-mêmes qui parlent de leurs meneurs avec qui tout va changer en 2017. Et puis ça y est, tout le monde attend 2017. Et au lieu de se bouger les tripes et de se dire ça commence à être urgent, non, et puis en 2017 on repartira, en 2018 on se rendra compte qu'on s'est encore fait berner, en 2019 et puis on repartira pour cette après. Mais moi je le vois depuis 40 ans, je suis 50 ans on sera peut-être robotisé depuis tout ce temps-là, avec tout ce qu'ils inventent. Avec le transhumanisme, c'est pas une blague ça, le transhumanisme? Non, c'est pas une blague, c'est bien en cours, c'est bien en cours. Il y a même encore tout récemment, ils ont réussi à faire tenir 20 jours une tête greffée sur un mais ça sent tellement gros qu'on n'a pas tellement d'espoir. Je vais vous poser une question à tous. Vous savez tous, je suppose, que